plusieurs fusillades qui sont intervenues donc, au sein de cette cité dans les dernières semaines. Les victimes ne sont pas particulièrement connues pour un certain nombre de faits, certaines un petit peu, mais pas pour des faits de trafic de stupéfiants. Donc nous sommes véritablement sur une étude de ce qui a pu se passer et nous sommes plutôt sur l'idée d'un coup de force sur un point de stupéfiants. Ce qui s'est passé donc dans la nuit de dimanche à lundi est bien évidemment d'un tout autre ordre, puisque hier soir donc à 23h30 à la cité du Castellas, puis au chemin de la Padoine dans le 15e arrondissement de Marseille, nous avons un groupe d'individus qui a été pris pour cible par plusieurs personnes circulant à bord d'un véhicule. Nous avons eu une première fusillade, donc cité du Castellas, suivie d'une seconde fusillade donc, dans ce chemin de la Padoine. Sur la première fusillade, nous recensons malheureusement donc 2 hommes décédés, l'un âgé de 21 ans et l'autre âgé de 23 ans, cité de la Castellas. L'un d'entre eux se trouvait donc sur la voie publique, le second se trouvait à bord de son véhicule et semble-t-il circulait à bord de ce véhicule. Nous avons également donc plusieurs blessés dans les deux fusillades, donc ce qui représente 6 personnes blessées. Les calibres utilisés, donc c'est du 7,62 avec une quarantaine d'étuis retrouvés, ainsi qu'une dizaine d'étuis de calibre 9 mm qui sont retrouvés sur place. Nous avons retrouvé également un véhicule incendié, chemin du Cap Janet, qui semble correspondre au véhicule qui a été utilisé donc, par les tueurs lorsqu'ils se sont déplacés sur les lieux. Nous vous rappelons qu'un premier des faits avait été également recensé sur la cité du Castellas le 17 décembre 2022. Donc sur les victimes, certaines sont connues des services de police et de justice pour des faits de trafic de stupéfiants. Donc là, nous sommes plus certains du lien avec un trafic de stupéfiants. En ce qui concerne les faits qui se sont passés donc, ce matin, aux environs de 0h30, les services sont appelés donc rue Vincent Leblanc. Donc nous ne sommes pas du tout au même endroit. Nous sommes vraiment au centre-ville de Marseille, dans le 2e arrondissement. Ce sont là 3 adolescents qui sont visés par des tirs provenant d'un véhicule, un autre véhicule qui est sans rapport avec le premier, en tout cas qui ne présente pas du tout les mêmes caractéristiques que le premier véhicule utilisé donc, pour la cité du Castellas. Les tirs donc, sont réalisés sur ce petit groupe donc, de 3 jeunes adolescents. Nous avons donc un jeune qui est décédé sur place, un jeune qui était âgé de 16 ans. Nous avons 2 autres victimes, l'une qui est âgée de 15 ans, qui est en pronostic vital très engagé à cette heure, donc état vraiment très grave, et un autre jeune qui est âgé de 14 ans, qui a été moins grièvement blessé, qui avait pu s'échapper donc du lieu de la fusillade et qui avait pu se réfugier dans une rue adjacente. Sur place, ce sont des étuis de 9 mm qui sont retrouvés voilà, sur place. En ce qui concerne les antécédents judiciaires donc, pour ces victimes, le plus jeune, âgé de 14 ans, n'est absolument pas connu des services de police ni de justice. Les 2 plus grands, donc âgés de 16 et de 15 ans, sont pour leur part connus pour trafic de stupéfiants. Celui de 15 ans avait d'ailleurs comparu devant le juge des enfants le 31 mars de cette même année, déjà pour une affaire de trafic de stupéfiants. Et avait d'ailleurs été déclaré coupable des faits qui lui étaient reprochés et une mesure judiciaire éducative avait été prise à son encontre afin de le renvoyer ensuite pour le prononcer de la peine. Voilà.
Donc, pronostic vital très engagé pour ce jeune de 15 ans et donc décès du jeune homme de 16 ans. Ses parents donc, se trouvaient sur place, son papa et sa maman. Donc, bien évidemment, nous avons saisi la police judiciaire de Marseille, qui donc diligente donc 3 procédures distinctes sous les qualifications assez classiques, malheureusement, d'assassinat en bande organisée, tentative d'assassinat en bande organisée, association de malfaiteurs. Pour les derniers faits, ceux du 3 avril, tout début donc, de la journée, nous avons déjà 4 personnes qui sont interpellées dans le cadre de cette affaire. Vous comprendrez qu'à cet instant, il m'est impossible de vous en dire plus. Les gardes à vue débutants, et bien évidemment, il y a beaucoup de travail à faire pour les services de police judiciaire. Ce que je peux vous indiquer, c'est qu'en l'état de l'analyse qui est faite par les services de police judiciaire, nous n'avons pas relevé d'éléments démontrant que ces 3 affaires, donc celle du 1er avril, celle du 2 avril, toute fin de soirée, et celle du 3 avril, tout début de journée, nous n'avons pas d'éléments permettant de démontrer que ces 3 affaires soient reliées les unes avec les autres. Pour l'instant, c'est bien évidemment une analyse qui est en cours par les services de la police judiciaire. Mais, et je crois que cela a été largement exposé, que ce soit par la presse ou par d'autres autorités, il est évident que ces faits sont en lien avec deux forces qui sont en présence, avec une double logique. Première logique, le contrôle territorial des territoires, notamment, vous le savez, celui de la paternelle, et derrière, bien évidemment, une logique de vendetta, une logique de représailles qui s'exerce sur un certain nombre d'individus qui commettent des actes, soit bien évidemment de coups de force sur des points de stupéfiants, soit bien évidemment des actions homicides vis-à-vis d'un certain nombre de personnes. Ce n'est pas nouveau, vous le savez, sur Marseille, c'est quelque chose qui malheureusement continue année après année, et on est véritablement dans une dynamique qui est particulièrement inquiétante et dont nous pensons qu'elle va se poursuivre encore sur les mois à venir. Une évolution dont nous avons aussi beaucoup parlé avec vous et qui nous inquiète fortement, c'est bien évidemment le rajeunissement des victimes. Nous avons déjà eu par le passé des victimes mineures qui sont décédées sur des actes homicides, avec pour certaines d'ailleurs un ancrage assez faible dans la délinquance. Mais on voit bien que cela se poursuit et nous avons un rajeunissement de l'âge de ces victimes. Et puis, ce que nous notons aussi sur nos relevés d'affaires, c'est l'utilisation par certains réseaux d'étrangers en séjour irrégulier sur un certain nombre de territoires, puisque, bien évidemment, il devient difficile d'obtenir de la main-d'œuvre sur un certain nombre de points qui sont particulièrement exposés. Voilà, donc on voit une période quand même qui se poursuit. C'est bien évidemment, vous l'avez tous repéré, cette période très compliquée pour nous et pour les services de police. En fait, on voit bien qu'elle se déroule depuis l'été 2021. Elle s'est poursuivie en 2022 et nous avons malheureusement réattaqué l'année 2023 avec véritablement une succession d'homicides et de tentatives d'homicide en bande organisée qui est très importante et qui nous inquiète fortement. En 2021, nous avions relevé sur Marseille et les Bouches-du-Rhône 30 affaires avec 25 morts et 21 blessés. Pour l'année 2022, nous avons engagé 46 procédures, que ce soit pour des faits commis sur Marseille et les Bouches-du-Rhône, toujours du même chef,
avec 35 pour des faits commis sur la commune de Marseille. 32 personnes sont décédées et 33 ont été blessées lors de ces faits. En 2023, donc le chiffre s'accélère depuis le début de l'année, puisque nous avons ouvert 32 procédures, toutes d'ailleurs sur le ressort de Marseille. Nous n'avons même pas de faits qui se situent en dehors de Marseille sur le département des Bouches-du-Rhône. Et nous avons 14 personnes qui sont décédées, 43 victimes qui ont été blessées. Et vous le savez, des blessures, bien évidemment, d'armes de guerre de 7,62 et des blessures de 9 mm sont des blessures d'une particulière gravité pour ces jeunes gens. Donc, ce que je souhaitais vous dire, c'est que la police judiciaire de Marseille, je veux vraiment saluer l'engagement de l'ensemble des officiers de police judiciaire, puisque hier, tous les services de la DTPJ de Marseille se sont mobilisés, y compris bien évidemment la division économique et financière et la division de la répression du banditisme pour soutenir la brigade criminelle de la DTPJ de Marseille. Bien évidemment, vous comprenez bien que les conditions dans lesquelles ils travaillent sont de plus en plus difficiles pour eux, avec la nécessité d'analyser ce qui est en train de se passer. Ils ont bien évidemment, au travers tout le travail qui est accompli en proactif, voilà, ça fait plusieurs années qu'ils travaillent de cette manière. Ils ont bien évidemment des capacités d'analyse rapides sur un certain nombre d'éléments, mais bien évidemment, tout cela est quand même extrêmement compliqué derrière pour reprendre véritablement fait après fait comment s'articulent les conflits, je vais utiliser ce terme, comment s'articulent les conflits entre ces groupes armés extrêmement puissants et extrêmement solides qui s'affrontent donc sur des conflits de territoire qui ensuite, bien évidemment, se déportent sur l'ensemble de certaines cités marseillaises. Pour vous dire que ce travail qui est accompli donc, par la police judiciaire de Marseille, c'est un travail qui porte ses fruits. Nous parlons toujours de Marseille, mais vous vous en souvenez aussi, nous avons eu des faits qui se sont déroulés à l'extérieur de Marseille et que la juridiction interrégionale spécialisée a pris en charge dans le cadre des enquêtes suivies par ce service spécialisé du parquet de Marseille. Et donc nous avions finalisé la semaine dernière, vendredi, et nous en étions vraiment très satisfaits, l'affaire d'un jeune homme de 15 ans qui avait été tué à Arles, au quartier Griffeuil, le 26 juin 2022. Je pense que vous vous en souvenez toutes et tous, puisque cela avait beaucoup marqué les esprits. Et cela avait beaucoup secoué également cette cité d'Arles. 3 personnes ont été mises en examen dans cette affaire et incarcérées pour l'assassinat de ce jeune garçon. Cela se passait vendredi. Depuis janvier 2023, un travail d'ampleur a été mis en œuvre par, bien sûr, la police judiciaire, avec 31 personnes mises en examen, quasiment toutes écrouées, bien évidemment, pour des homicides liés au trafic de stupéfiants. Donc, bien évidemment, des affaires du passé et des affaires plus récentes. Mais c'est vraiment voilà, l'action de la police judiciaire en lien avec le parquet et les magistrats instructeurs du parquet de Marseille qui permet donc ces résultats. Pour vous donner un ordre d'idée, donc la division d'action publique en charge de la criminalité organisée suivait GIRS et non-GIRS 500 informations judiciaires dans lesquelles 450 personnes sont placées en détention provisoire. C'est vous dire le travail des magistrats instructeurs et c'est vous dire également le travail du parquet pour mener à bien ces enquêtes au long cours et les amener ensuite pour obtenir des résultats devant le tribunal correctionnel ou bien évidemment devant la cour d'assises. Et vous en rendez compte également de manière quotidienne. Plusieurs affaires importantes ont été jugées par la cour d'assises des Bouches-du-Rhône.
plusieurs assassinats sur lesquels des résultats extrêmement importants ont été obtenus avec des peines de réclusion criminelle sur plusieurs dossiers, dont le 24 mars 2023, l'assassinat de Karim Tir, qui était intervenu en 2019, si je me souviens bien, et qui a amené 2 condamnations à 25 années de réclusion criminelle devant la cour d'assises des Bouches-du-Rhône. Voilà. Donc, dans ces dossiers, vraiment, nous travaillons d'arrache-pied pour aboutir à l'élucidation de ces dossiers et nous allons poursuivre bien évidemment. Nous avons également, et vous le savez aussi, plusieurs individus, des figures majeures du narcobanditisme qui ont été incarcérés à la suite de procédures d'extradition. Hein, vous le savez, nous vous en avions parlé et vous en avez rendu compte également dans le cadre de vos articles de presse. Nous avons également une action qui est très forte sur le blanchiment, c'est-à-dire tracer les produits du trafic de stupéfiants et pas seulement, bien évidemment, le produit stupéfiant en lui-même. Et le 14 mars, nous avons eu une opération sur commission rogatoire qui a permis donc la saisie de sommes d'argent extrêmement importantes, 300 000 €, et de 16 armes longues et 4 armes de poing. Ce travail de fond, donc, bien évidemment, est engagé par la police judiciaire, mais je n'oublie pas, bien évidemment, le travail de sécurité publique qui est accompli quotidiennement, mais vraiment quotidiennement, sur l'ensemble de ces points de stupéfiants. Les affaires, d'ailleurs, dans lesquelles se trouvaient impliqués des jeunes victimes de notre affaire de ce matin, ce sont bien évidemment des affaires de la sécurité publique, donc des affaires du quotidien, des affaires journalières. Ce sont des conditions particulièrement difficiles bien sûr pour les services de police, difficiles aussi bien évidemment pour les permanences majeures comme pour les mineurs, avec bien évidemment la vocation à amener l'ensemble de ces individus vers le tribunal correctionnel ou vers le juge des enfants ou le tribunal pour enfants, sur l'ensemble de tous ceux qui malheureusement contribuent à la main-d'œuvre de ces trafics, les guetteurs, les vendeurs et les nourrices. Pour notre part, donc, vous le savez, nous l'avons exprimé déjà, la part de l'activité du parquet de Marseille sur les trafics de stupéfiants est une part d'activité beaucoup plus importante que celle d'autres juridictions qui sont à peu près comparables, hein, puisque environ sur le trafic de stupéfiants, toute catégorie, c'est 18% de notre activité. Sur l'activité de la comparution immédiate, c'est quasiment 50% des dossiers que nous déférons en comparution immédiate sont des dossiers de trafic de stupéfiants qui viennent donc être jugés par la correctionnelle. Sur les consommateurs, nous en avons déjà parlé parce que c'est aussi bien évidemment le nœud central de ces trafics. Ces consommateurs qui participent et qui, consciemment ou inconsciemment, viennent bien évidemment alimenter un trafic extrêmement lucratif pour des gens qui parfois sont sur place pour les plus petits, mais parfois sont très éloignés et reçoivent des sommes d'argent extrêmement importantes. C'est aussi un travail de pédagogie vis-à-vis de ces consommateurs que nous avons mis en place pour leur faire prendre conscience de leurs responsabilités dans ce qui se passe dans la situation actuelle. Voilà donc ce que je souhaitais vous dire prioritairement sur ces affaires. Bon, bien évidemment, nous reviendrons vers vous pour faire le point sur les éléments d'élucidation que nous aurons pu avoir au travers les gardes à vue et 4 gardes à vue qui sont en cours sur les derniers faits donc concernant les trois jeunes garçons. Véritablement toujours un sujet d'inquiétude et de mobilisation pour le parquet, les magistrats instructeurs, la PJ, la sécurité publique, l'ensemble des intervenants sur ces trafics de stupéfiants qui malheureusement
se termine par des bains de sang dans nos cités et avec malheureusement des très jeunes qui se retrouvent en première ligne, et dont la vie va basculer, comme malheureusement celle de leurs parents et de leur famille. Voilà ce que je souhaitais vous dire à cette heure, à cet instant. Je peux répondre à une ou deux questions, mais pas beaucoup plus, puisque, voilà, vous le comprendrez aisément, c'est un travail judiciaire qui débute et pour lequel il m'est difficile de vous livrer beaucoup plus d'éléments très précis. Voilà. Sur les 6 blessés de Castellas, est-ce qu'on a le profil? Est-ce qu'ils étaient visés? Est-ce que c'était des balles perdues ou est-ce qu'ils étaient visés aussi sur les 6 blessés? Alors, ce sont des personnes qui, pour certaines, sont connues sur des infractions en matière de législation sur les stupéfiants. Sur les cibles qu'elles pouvaient représenter, c'est en analyse par la police judiciaire. Voilà, en tout. Une personne qui était dans une voiture? Oui, tout à fait. C'est en analyse aussi, voilà. Ça pourrait être une victime collatérale? C'est en analyse, madame. Là, ça s'est passé hier soir. On est à même moins de 24 heures. C'est un peu compliqué pour vous répondre. Mais c'est pas impossible. Voilà. Est-ce que vous avez commencé à l'identifier? Est-ce que vous avez une idée de quel groupe, combien de personnes sont en face de qui? Est-ce que ça c'est un travail qui est déjà avancé chez vous? Alors, je viens de vous répondre, monsieur. Si vous me parlez des faits qui sont reprochés, là, les fusillades du 1er au 3 villes, je viens de vous répondre. Hein. C'est en cours d'analyse, bien évidemment. Je vous ai répondu aussi que la police judiciaire qui mène depuis maintenant plusieurs années, voilà, un travail en proactif sur un certain nombre d'individus et un certain nombre de réseaux, voilà, bien évidemment, voilà, analyse tout ça, voilà, et bien évidemment va reprendre, bien évidemment, toutes les informations qu'elle a pu recueillir au cours des dernières semaines, des derniers mois. Voilà, donc on ne part pas de rien. Voilà, si c'est votre question, on part vraiment d'éléments d'information et d'analyse très construits par la police judiciaire.